Bonjour et bienvenue à cette formation sur le profil féminin de l'autisme et du syndrome d'Asperger. Je suis Isabelle Hénaud, sexologue et psychologue, directrice de la clinique Autisme et Asperger de Montréal. Je suis vraiment très heureuse de vous présenter le fruit des années cliniques du travail de recherche qui ont permis d'élaborer un profil féminin depuis quelques années. C'est quand même assez récent, donc de bien comprendre et saisir toutes les subtilités des caractéristiques du profil féminin. Et j'ai pu développer cette formation en collaboration avec des collègues, dont le professeur Tony Atwood et aussi la neuropsychologue Valentina Pazin, avec qui j'ai coécrit un guide sur l'évaluation du profil féminin que je vais vous partager durant la formation. Quelques mots sur notre clinique. Donc, nous sommes situés à Montréal, au Canada, et vous pouvez aller voir sur le site Facebook de la clinique ou le site web, et vous allez découvrir donc l'ensemble de l'équipe et les différentes formations et les services qui sont offerts. Donc, on est une équipe multidisciplinaire composée de psychologues, neuropsychologues, sexologues également. Dans l'équipe, on a aussi des psychoéducateurs, des éducateurs spécialisés et des conseillers cliniques. Donc, on a vraiment une grande variété de services. On offre des évaluations aux enfants, aux adolescents et aux adultes aussi. Et l'équipe enfance offre également un suivi en intervention comportementale, l'ICI. On travaille beaucoup avec les adolescents aussi, soit en individuel ou en groupe, pour leur offrir des ateliers, donc sur la gestion des émotions, l'éducation socio-sexuelle, un autre atelier sur bien comprendre et intégrer son diagnostic. On travaille aussi avec les couples. Depuis plusieurs années, on rencontre des couples où un ou deux partenaires donc, a des traits autistes ou Asperger. Donc, on peut travailler la résolution de conflits, on travaille la communication, l'intimité, la sexualité. Et on travaille depuis plusieurs années avec des femmes. Donc, je suis très, très heureuse de pouvoir partager cette expérience. Donc, en côtoyant plusieurs femmes et filles qui sont venues à la clinique pour explorer la possibilité d'un diagnostic, on a pu mettre au point donc tout un protocole vraiment très adapté à la fine pointe là, des dernières recherches que je vais vous partager aussi durant cette formation. Et on a tellement de filles et de femmes qu'on a décidé d'organiser un groupe qu'on appelle les Asper Girls. Donc, on a des adolescents, puis on a aussi des femmes adultes où on peut travailler ensemble en groupe sur différentes thématiques. On explore par exemple la gestion de l'anxiété, on va travailler aussi le fait d'être mère. Donc plusieurs ont des enfants, on travaille les relations au travail, l'estime de soi, la confiance, donc différents thèmes qui sont abordés. Ça permet aussi aux filles et aux femmes de rencontrer d'autres Aspergers qui ont des caractéristiques en commun et enfin de briser ce sentiment d'isolement. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site de la clinique pour explorer les différents services. Lorsqu'on explore le profil féminin, il faut quand même aussi considérer les caractéristiques communes du profil autisme et Asperger que vous connaissez probablement, mais je voulais simplement faire un petit rappel. Mais avant de débuter, en fait, tout ça a débuté il y a environ, je dirais, une dizaine, douzaine d'années. Donc, il y avait une conférence internationale sur l'autisme et le professeur Christopher Gilbert, qui est un psychologue suédois, a pris la parole et pour la première fois devant l'audience, il a mentionné donc si on pense à l'autisme Asperger, il serait peut-être temps de commencer à considérer le profil féminin. Et c'est depuis ces paroles que lui-même et toute son équipe en Suède ont développé toute une expertise justement de questionnaires. Ils ont fait aussi des recherches très détaillées sur le profil féminin. Et dans les années qui ont suivi, donc le professeur Tony Atwood en Australie, qui est un bon collègue, a aussi développé des grilles pour les jeunes filles autistes Asperger et aussi pour les femmes. Et en discutant ensemble, donc on s'est rendu compte que finalement les caractéristiques étaient très communes et on a pu établir une grille détaillée qui fera partie maintenant du protocole d'évaluation. La grille a été partagée avec plusieurs collègues partout dans le monde, a été traduite déjà en plusieurs langues. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant on arrive à aller voir les détails et les subtilités donc du profil féminin que je vous présente bien sûr aujourd'hui. Par rapport au profil général, on sait que les habiletés sociales, les règles et les conventions peuvent parfois être mal intégrées, mal comprises. C'est pas simple pour les personnes autistes ou Asperger de naviguer à travers justement le réseau social, d'avoir des conversations
Donc, de décoder la communication verbale et non verbale, ça fait vraiment partie des caractéristiques. Et c'est ce qui entraîne souvent une anxiété sociale. Donc, plus on a de maladresse, plus c'est complexe, plus on risque justement de trouver ça anxiogène. Et c'est pour ça que dans la plupart des programmes qu'on propose, donc il y a le développement des habiletés sociales, le développement des habiletés de communication pour devenir de plus en plus à l'aise avec les contacts sociaux, pour réduire toute l'énergie qui est déployée pour naviguer socialement et bien sûr augmenter la confiance. La plupart autant des hommes que des femmes, ici c'est important de le spécifier, ont malheureusement été victimes d'intimidation ou de moqueries lorsqu'ils étaient plus jeunes. Parfois, certains aussi ont vécu des difficultés parentales, de la maltraitance, et tout ça a un impact direct sur la confiance et l'estime de soi. Et ça entraîne souvent beaucoup d'anxiété. Donc, on va travailler à amener différentes habiletés pour que les enfants, ados et adultes puissent justement gagner en confiance et prendre plus d'initiatives au plan social. On travaille aussi la théorie de la pensée, c'est-à-dire les différentes façons de penser. Donc, c'est-à-dire être capable de détecter qu'est-ce que les autres ont comme intention, qu'est-ce que les autres vivent comme émotion. Et donc, un peu ce que j'appelle la bulle de pensée. Donc, c'est pas parce que moi, je vis une émotion ou j'ai une pensée que nécessairement tout le monde va partager la même. Donc, on va travailler cette habileté avancée à l'aide de logiciels, de mise en situation, de fiches très concrètes où on analyse donc les émotions, les pensées et on favorise la communication interpersonnelle. Aussi, une grande partie du travail, c'est la gestion des émotions. Donc, vous avez peut-être assisté aussi déjà à la formation sur la gestion des émotions, apprendre à détecter, lire les émotions et exprimer ces émotions et aussi développer la fameuse boîte à outils qui nous permet de gérer les émotions complexes. Donc, toute la régulation des émotions est basée sur l'approche cognitivo-comportementale qui entraîne beaucoup de succès. On travaille donc à vraiment donner le contrôle aux personnes par rapport à leurs émotions et non aux émotions qui nous dominent. Donc, cette notion d'autocontrôle est possible de se développer à travers les différentes stratégies. Il faut aussi toujours tenir en compte les sensibilités sensorielles des personnes autistes et Asperger. Plus de 70% de ma clientèle, donc c'est plus une donnée clinique, éprouve des hyper ou des hyposensibilités par rapport aux différents stimuli de l'environnement. Et ça aura donc un impact sur l'énergie déployée parce que parfois ils se sentent bombardés par les différents stimuli de l'environnement. C'est comme si le cerveau ne filtrait pas les différents stimuli et ça entraîne aussi une fatigue à la fin de la journée parce que la concentration peut être altérée aussi. Donc, différents accommodements sont maintenant possibles au niveau sensoriel et ça fait vraiment partie du profil qu'on doit considérer par rapport à l'autisme et au syndrome d'Asperger. Donc, la formation d'aujourd'hui est le fruit d'une grande et longue collaboration donc avec mon collègue Tony Atwood, qui est psychologue australien. Peut-être que vous avez eu la chance de voir ses travaux ou lire ses livres, qui est un expert dans le domaine depuis plus de 40 ans. Donc, il a développé beaucoup de grilles, donc une compréhension très clinique, très concrète. Également avec la docteure Michelle Garnett qui travaille en Australie. J'ai eu la chance donc de travailler avec eux durant plus de 2 ans et demi. Il y a de ça quand même quelques années, mais on a poursuivi notre collaboration de façon très régulière. Et ce que je vous présente est donc cette collaboration avec l'équipe de Minds and Hearts, qui est une clinique spécialisée en Australie, dont fait partie Tony Atwood et Michelle Garnett. L'information qu'on a au plan clinique et aussi au niveau de la recherche sur le profil féminin est quand même assez récent parce que vous savez, la plupart des grilles avaient été développées pour le profil masculin. Et donc, c'est ce qui explique en grande partie le fait qu'on a vu peu de femmes où la représentation donc féminine de l'autisme était vraiment mineure pendant des années. Plusieurs filles, plusieurs femmes, des adolescentes aussi allaient sur Internet ou allaient consulter des professionnels en disant, bon, mais je regarde les caractéristiques et je me retrouve dans quelques-unes, peut-être la moitié, mais pas nécessairement de la même façon que justement que les garçons pouvaient se retrouver.
Et donc, depuis qu'on a maintenant élaboré des grilles féminines, on a une augmentation très importante donc du ratio, aussi du pourcentage de détection de l'autisme Asperger chez les filles et les femmes. Et en tant que psychologue, mon objectif est vraiment pas de coller une étiquette sur quelqu'un en disant ah, j'ai trouvé une autre personne autiste Asperger. C'est vraiment de pouvoir expliquer la différence, comprendre aussi les différentes caractéristiques et donner accès à des interventions qui sont adaptées. Pendant trop longtemps, des femmes ont navigué dans les différents systèmes de santé en voyant plusieurs professionnels et elles ont parfois obtenu des diagnostics autres. Elles ont pu participer parfois à des thérapies avec des fois moins de succès parce que justement, on n'avait pas vraiment exploré la possibilité autisme Asperger. Et donc, depuis les dernières années, on a vraiment une prévalence très importante. À l'époque, donc, du docteur Hans Asperger, donc ses premiers travaux écrits, on avait une seule fille sur 20 garçons dans son étude. Moi, quand j'ai débuté il y a une quinzaine d'années, on parlait d'un ratio de 3 à 4 garçons pour une fille. Actuellement, en clinique, on a autant de filles, de femmes que d'hommes. Et parfois même, durant certaines journées de consultation, je vois plus de femmes que d'hommes. Bien sûr, c'est un peu un biais parce qu'elles viennent chez nous sachant qu'on connaît le profil féminin. Mais pour avoir discuté avec plusieurs collègues du milieu clinique, mais aussi au niveau du milieu académique scolaire et des groupes d'adultes, on a aussi vraiment une représentation de plus en plus importante de filles et de femmes. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent mener vers un diagnostic d'autisme ou de syndrome d'Asperger. Chez les plus jeunes, donc les enseignants parfois vont observer des difficultés au niveau de l'amitié. C'est-à-dire que les jeunes filles, lorsqu'elles sont à la maison avant l'entrée au primaire, elles sont un peu dans leur propre monde. Souvent, elles arrivent à contrôler les jeux, les activités. C'est ce que les femmes m'expliquent en entrevue plus jeune. Donc, j'avais par exemple mon royaume, ma chambre était comme mon château, mon royaume, où j'avais toutes mes poupées, où j'avais bon, mes jeux, mes Legos, ou les animaux de compagnie. Et tout ça est bien coordonné, bien contrôlé. Et donc, on a parfois moins de caractéristiques qui sont visibles comme telles. Mais une fois qu'on arrive à l'école et qu'on doit socialiser, c'est là où on voit vraiment plusieurs jeunes filles qui ont de la difficulté. Et c'est pas parce qu'elles ne souhaitent pas socialiser, mais souvent elles ne savent pas comment socialiser. Lors de la conversation aussi, comment débuter une discussion, comment se joindre à une discussion, ça peut être très difficile. Quand elles sont jeunes, elles ont tendance à être un peu comme le petit policier. Soit qu'elles vont dicter à toutes les amies comment jouer, c'est quoi les règles, ou au contraire, elles seront extrêmement introverties. Et donc, ça va créer un décalage au niveau du développement des habiletés d'amitié et de conversation. Les intérêts sont parfois inhabituels. Je vais avoir toute une section sur les intérêts chez les filles qui est quand même fort intéressant et les femmes, bien sûr. Je vous en parle un petit peu plus tard. Mais les intérêts inhabituels peuvent être remarqués par les enseignants, mais parfois l'intérêt ne sera pas inhabituel, il sera vraiment plutôt intense ou spécifique. Le style d'apprentissage peut être différent. La plupart des adolescentes et des femmes adultes que je rencontre me racontent tout leur cheminement académique. Parfois, elles excellent, elles sont vraiment les premières de classe, mais dans d'autres cas, vraiment, il y a des difficultés de compréhension en mathématiques, en français, ou parfois, donc, c'est extrêmement difficile de comprendre un texte, de se mettre à la place d'un personnage. Il y a parfois aussi des difficultés dans la compréhension appliquée des mathématiques parce que c'est pas assez concret. Il y a justement des volets de l'apprentissage qui sont extrêmement complexes et surtout, ce qu'elle me raconte, c'est que le style d'apprentissage, donc en grand groupe, en classe, ne leur convient pas nécessairement, alors qu'un enseignement un pour un pourrait être beaucoup plus positif ou plus intéressant pour elles parce qu'elles se sentent plus concernées, le rythme d'apprentissage serait différent et donc on encourage beaucoup tout ce qui est mentorat, tutorat, dès le jeune âge de reprendre des parties de la matière qui ont pu être difficiles ou mal intégrées pour vraiment reprendre les séquences un pour un. Un autre aspect qui s'observe beaucoup, c'est la gestion des émotions et l'expression. Il peut y avoir une immaturité
dans la gestion et la compréhension des émotions. Donc, il y a certaines jeunes filles autistes Asperger qui, parfois, elles ont un sentiment de peur ou d'anxiété. Elles peuvent réagir avec de l'agressivité, elles peuvent briser des objets et ça peut justement décaler avec ce qu'on s'attend d'elles au plan social. Et donc, très tôt, elles se rendent compte de leur différence, mais elles n'arrivent pas à l'expliquer. Et plusieurs parents non plus n'arrivent pas à expliquer, mais c'est grosso modo les facteurs qui mènent donc vers le diagnostic pour les plus jeunes. Par la suite, il peut y avoir un diagnostic dans la famille, donc la fratrie ou la famille élargie, et les parents qui s'informent au sujet du syndrome d'Asperger et de l'autisme et qui finalement vont dire, ben, j'ai par exemple eu l'information qu'un cousin ou un ami de la famille a reçu un diagnostic, souvent plutôt des garçons à l'époque, mais je retrouve ma fille, par exemple, je vais voir qu'il y a tranquillement donc des caractéristiques qui sont de plus en plus visibles. Est-ce que ça serait possible? On a aussi des parents eux-mêmes qui reçoivent un diagnostic, une mère ou un père, et qui vont finalement regarder ou analyser leur fille de façon différente avec justement une meilleure compréhension. On parle aussi de l'autisme au féminin dans les médias depuis maintenant quelques années et ça a permis vraiment d'explorer beaucoup plus en profondeur le concept de l'autisme au féminin avec tout ce qui est lié au camouflage. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et ce que j'aime bien dans justement ce qu'on a pu voir dans les médias. Il y a des capsules web, je vais vous les partager plus tard, des livres, des autobiographies, donc des associations aussi qui ont été mises sur pied. Et vraiment, ce qu'on entend du côté des femmes, c'est cette quête d'identité. Donc, les femmes qui viennent les adolescentes aussi, cherchent à mieux se comprendre, à savoir vraiment qu'est-ce qui pourrait expliquer cette différence et surtout, je dirais peut-être enfin cesser les souffrances qu'elles ont vécues pendant tant d'années, à se questionner, à pas comprendre, à pas pouvoir justement utiliser peut-être les stratégies adaptées. Et je vois, moi, l'évaluation diagnostique comme un casse-tête à 100 pièces. On met toutes les pièces ensemble et ça nous donne un portrait global de la personnalité. Et souvent, la pièce manquante, c'était l'autisme ou le syndrome d'Asperger qui vient en fait expliquer donc la personnalité, les différences. Et c'est souvent un soulagement pour les adolescentes et les femmes qui enfin ont trouvé une explication. L'objectif, c'est surtout pas, encore une fois, de se cacher derrière un diagnostic, mais vraiment au contraire de célébrer cette différence et aussi de pouvoir aller chercher donc soit des spécialistes ou lire sur le sujet et accéder à des stratégies là, qui sont adaptées au profil autisme. Il y a aussi une meilleure connaissance des professionnels. Donc, il y a des formations qui sont organisées, des livres. D'ailleurs, avec notre équipe, on offre beaucoup de formations pour sensibiliser les professionnels, les psychologues, les médecins, les psychiatres, qui sont très ouverts d'ailleurs à bien comprendre le profil féminin, à être outillés. Donc, il y a je dirais, des formations qui sont de plus en plus demandées et on travaille vraiment en collaboration avec eux. Moi, je crois vraiment aux équipes multidisciplinaires. Plus on travaille en équipe, plus on sera capable de répondre aux différents besoins. Et c'est pour ça que la formation est vraiment importante, mais aussi enfin de mieux comprendre le profil féminin. Chez les adolescentes, on retrouve beaucoup de diagnostics d'anxiété. Donc, la plupart donc ont souffert d'épisodes d'anxiété ou de dépression et ça peut mettre la puce à l'oreille justement vers l'exploration d'un diagnostic de l'autisme ou du syndrome d'Asperger. Certaines ont reçu un diagnostic de trouble de personnalité parce que finalement, de l'extérieur, l'autisme Asperger peut ressembler à un trouble de la personnalité, mais lorsqu'on creuse de l'intérieur, on voit vraiment toutes les caractéristiques qui sont beaucoup plus axées sur l'autisme Asperger. Mais il peut y avoir donc justement de l'automutilation, il peut y avoir trouble des conduites alimentaires, donc qui mettent un peu la puce à l'oreille également. Et parfois la difficulté à établir des limites et le fait de ressentir les émotions de façon extrêmement intense. Et donc, c'est pour ça que le trouble de personnalité est souvent celui qui est posé en premier ou le trouble bipolaire parce que de l'extérieur, donc les émotions sont vécues de façon très intense, comme je disais, et on voit qu'il y a une difficulté au niveau des relations interpersonnelles.
Mais si on creuse davantage, donc on va explorer l'histoire développementale, donc ça fait partie du protocole d'évaluation et on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'atypies. Donc de solitude, le profil sensoriel aussi que l'on retrouve chez les personnes autistes Asperger. Et en faisant justement l'historique lors de l'évaluation, donc c'est une entrevue clinique, on va aller chercher toutes les pièces du casse-tête qui vont finalement nous permettre d'avoir ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. Donc si on a déjà un diagnostic qui est posé, on va aller voir est-ce qu'il y aurait un autre diagnostic possible et un qui expliquerait finalement peut-être l'anxiété, les émotions qui fluctuent vraiment de façon très intense et ces difficultés au niveau des limites. Il peut y avoir aussi des périodes de mutisme involontaire qui sont déclenchées par une anxiété sociale qui est sévère. Avec plusieurs collègues et surtout les femmes autistes Asperger, on a discuté longuement sur la définition du mutisme qui souvent, en fait, est décrit comme étant un mutisme volontaire. Et les femmes avec lesquelles je travaille ont dit en fait pas du tout. C'est un mutisme involontaire, c'est un blocage. L'intensité de l'anxiété est tellement grande que finalement, ils n'arrivent même plus à communiquer, à exprimer donc leurs pensées, à exprimer les émotions. Et donc, c'est vraiment un retrait total qui peut durer quelques heures, des fois quelques jours aussi. Et ça fait partie des caractéristiques communes de l'autisme au féminin. On retrouve de la rigidité aussi dans la pensée, parfois dans les routines, les rituels, un retrait social très marqué aussi. Donc, beaucoup de timidité. Les filles et les femmes souvent vont m'expliquer qu'elles se sentent très introverties, elles n'aiment pas avoir l'attention. Donc, tout ça fait que finalement, elles peuvent passer sous silence pendant plusieurs années parce qu'on ne s'attarde pas trop à elles. Et dans certains cas, c'est l'inverse, elles sont beaucoup plus extraverties et elles peuvent démontrer de l'agressivité et avoir beaucoup de difficultés à gérer les conflits, comme s'il y avait une immaturité, puis je ne le dis pas là, de façon critique, là, loin de là, mais une certaine immaturité au plan de la gestion des émotions, la gestion des conflits, et donc ça peut mener aussi vers une évaluation diagnostique. Ici, c'est important de s'attarder aussi sur certaines difficultés qui sont vécues par rapport justement au développement, au cheminement académique, une recherche d'emploi ou au plan relationnel. En fait, ce que je tente d'expliquer, c'est que dès qu'il y a des moments de transition, donc une transition de vie, on quitte le foyer familial, on passe par exemple du secondaire au cégep, justement, on vit une rupture amoureuse ou on cherche un emploi. Donc, tous ces moments de transition vont généralement entraîner beaucoup d'anxiété. Et lorsqu'il y a beaucoup d'anxiété qui est vécue par une fille ou une femme autiste Asperger, les traits ou les caractéristiques vont émerger davantage. C'est comme si elles étaient plus visibles. Parce que lorsque l'anxiété est sous contrôle, donc il y a moins de difficultés et c'est comme si ça mettait un peu un couvercle sur les caractéristiques qui sont parfois moins visibles. Mais donc ces moments de transition entraînent certaines difficultés, certains questionnements et c'est à ces moments-là que les filles et les femmes viennent consulter. Donc c'est quand même des moments charnières dans leur vie. Elles ont parfois un enfant avec un syndrome d'Asperger ou une forme d'autisme et c'est ce qui va mettre la puce à l'oreille à la maman en disant, ben, j'en ai plusieurs d'ailleurs, des mamans qui viennent me voir, qui me disent, bon, mais on a fait évaluer notre fille ou notre garçon et en fait, plus j'y pense, plus je me retrouve dans les caractéristiques. J'étais comme ça quand j'étais jeune, mais j'ai appris par apprentissage. Donc, j'ai appris à développer des stratégies pour camoufler, pour bien m'en tirer et parfois justement avec leur profil cognitif qui est très développé, donc une belle forme d'intelligence, elles ont compris les attentes sociales, donc elles ont quand même pu gérer certaines situations, mais le fait de se reconnaître justement vers les enfants va être aussi une autre façon de mener vers un diagnostic. Au niveau de l'historique développemental ou de l'historique des diagnostics, les plus courants sont donc le trouble d'anxiété généralisée,
Donc, chez 65 à 70% des personnes autistes Asperger, on retrouve de l'anxiété. Ça peut prendre forme d'anxiété sociale également. Donc, le fait de se retrouver dans les contacts sociaux va vraiment augmenter le sentiment d'anxiété. Et aussi l'anxiété de performance, c'est-à-dire la difficulté à initier des activités. J'appelle ça briser la glace parce qu'elles ont peur de faire des erreurs. Elles sont extrêmement perfectionnistes et parfois, ne sachant pas trop par où débuter la tâche ou comment commencer justement un projet, elle se bloque. Et donc, on le retrouve aussi chez les garçons et les hommes, bien sûr, mais l'anxiété de performance est très courante. Les épisodes de dépression, il peut y avoir aussi des tentatives de suicide à l'adolescence dues au sentiment d'être différente, de ne pas comprendre sa différence. C'est ça qui est extrêmement souffrant pour les filles et les femmes. Et la dépression peut même aussi, malheureusement, euh, se poursuivre jusqu'à l'âge adulte, donc avec des épisodes là, qui sont très importants. On parle du trouble bipolaire qui est souvent mentionné parce que de l'extérieur, encore une fois, pardon, donc on peut voir des émotions qui sont extrêmement intenses, c'est tout ou rien, c'est tout blanc, tout noir à ce niveau-là. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir ces diagnostics en plus du diagnostic autisme Asperger, mais parfois l'autisme Asperger explique ces caractéristiques. Donc, les émotions vécues de façon très intense, parfois ça va pas. Donc, comme il y a beaucoup de fluctuations des émotions, on peut recevoir plutôt dans l'historique développemental un trouble bipolaire, un diagnostic de trouble bipolaire. Le trouble obsessionnel compulsif est aussi régulièrement mentionné. Quelle est la différence entre le TOC et l'intérêt spécial? L'intérêt spécial procure du plaisir, souvent une grande curiosité intellectuelle, tandis que le TOC est souvent alimenté par l'anxiété. Donc, on est pris dans un cercle vicieux de, on ressent l'anxiété et on ressent le besoin d'émettre un comportement, un geste ou une pensée répétitive pour calmer l'anxiété au moment même, mais on se retrouve dans un cercle vicieux. Donc, c'est la différence, la grande différence, si je l'explique rapidement, là, entre le TOC et l'intérêt spécial. Mais on peut avoir aussi des femmes et des hommes autistes Asperger qui ont également comme comorbidité ou diagnostic associé un trouble obsessionnel compulsif. Le TDA-TDAH est très courant en autisme. Chez les garçons, on parle des fois de 50-60%, mais il semblerait que chez les filles aussi. Je vais vous présenter une recherche aujourd'hui dans la formation où d'ailleurs c'est Christopher Gilbert qui s'est beaucoup attardé à la question du lien entre le TDA, TDAH et l'autisme au féminin. Et donc, de son côté, donc ses résultats sont assez concluants. Donc, c'est une condition qui est très, très courante, autant chez les filles que les garçons. Trouble de personnalité limite, encore une fois, c'est souvent mentionné. Les femmes qui viennent me voir me disent, Isabelle, j'ai reçu ce fameux diagnostic, j'ai assisté à des groupes de la thérapie, mais il semble que ça n'a pas été si efficace. Et c'est ce qui pourrait expliquer finalement qu'on est plus en présence de l'autisme Asperger que d'un trouble de personnalité limite. Il y a quand même beaucoup de distinctions entre les deux, donc tout le profil sensoriel, l'attention au détail, le fameux sixième sens, je vais vous en parler un petit peu plus tard, et toutes les difficultés au niveau relationnel. Les filles et les femmes Asperger au plan social ont des maladresses, des incompréhensions. Et souvent, ces maladresses, incompréhensions, elles ne sont pas volontaires. Donc, elles me disent, Isabelle, j'aimerais bien, mais j'arrive pas ou je ne sais pas comment m'y prendre. Donc, on voit qu'il y a vraiment un décalage dans l'apprentissage des habiletés d'amitié et relationnelle, alors que dans la personnalité limite, donc, la femme sait comment se joindre, elle sait comment socialiser et il y a beaucoup plus de manipulation dans la personnalité limite, alors qu'au niveau autisme Asperger, il y a vraiment une candeur, parfois même une naïveté. Et je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de maladresse, mais encore une fois, c'est jamais mal intentionné. Donc, ça, c'est bien important de le savoir. Trouble de l'attachement, je le retrouve beaucoup. Malheureusement, chez les filles et les femmes en comorbidité parce qu'elles ont vécu des violences physiques, psychologiques, sexuelles, parfois des abus, malheureusement qui sont très fréquents chez les filles et les femmes autistes Asperger. Il peut y avoir aussi de la négligence parentale et ça peut entraîner donc le développement d'un trouble de l'attachement. Si on regarde les critères diagnostiques classiques versus les critères diagnostiques au féminin, on observe quand même beaucoup de différences. C'est parfois dans la subtilité, mais aussi c'est dans la façon de poser les questions. Donc, si on pose les questions classiques, on n'aura pas les réponses attendues et c'est pour ça que plusieurs adolescentes et femmes, finalement, n'ont pas pu obtenir un éclairage par rapport à leurs caractéristiques parce qu'on s'attardait donc à un profil plutôt classique.
et c'est ce qu'on retrouve souvent beaucoup plus chez les garçons et les hommes. Ou si on regarde maintenant les subtilités, vous verrez, on va vraiment aller vers une description qui est beaucoup plus riche et qui est finalement beaucoup plus liée au profil féminin. Donc, au niveau de l'autisme classique ou syndrome d'Asperger, on parle des difficultés sociales très marquées d'isolement. On parle d'un profil cognitif particulier, bien sûr, avec des rigidités, des stéréotypies, de la communication qui est parfois très limitée autant au plan verbal que non verbal, des comportements atypiques et le développement fait que souvent le diagnostic est posé plus tôt, donc à l'enfance ou à l'adolescence pour les Asperger. Donc, plus on entre dans un profil classique, en fait, plus on obtient un diagnostic tôt. Alors que chez les filles et les femmes, le diagnostic est souvent posé plus tard parce que les habiletés sociales sont quand même plus développées que chez les garçons parce qu'en fait, elles ont un intérêt plus marqué. Elles ont envie de socialiser, elles ont envie d'avoir des amis, mais souvent, elles ne savent pas comment s'y prendre. Ça, c'est autre chose. On va en parler un peu plus tard. Mais comme il y a le désir de socialiser, c'est possible que si on est en entrevue, on leur demande est-ce que tu as des amis? Et souvent, elles vont dire oui, j'ai des amis. Bon, parfois, elles ont aussi ce monde imaginaire, elles ont plein d'amis, mais les amis ne savent pas que c'est réciproque ou il n'y a pas vraiment de réciprocité. Mais parfois, oui, elles vont me dire j'ai deux, trois amis fidèles depuis des années ou depuis le primaire, j'ai rencontré des copines, puis on a vraiment des intérêts en commun. Donc, tout ça fait que si on dit elle a des amis, ça ne devrait pas faire partie du profil autisme, on est vraiment dans l'erreur. Aussi, elles observent et elles imitent beaucoup, je vais vous en parler dans quelques diapos. C'est la stratégie d'adaptation la plus courante. Elle est vraiment spontanée là, pour les filles et les femmes. Elles ont aussi différents intérêts. Donc, dans la nature et l'intensité, on retrouve des intérêts spécifiques chez plusieurs, mais les intérêts sont moins inusités que ce qu'on retrouve chez les garçons. Je vous en parle un peu plus tard aussi. C'est vraiment cette fiche descriptive là, qui nous donne, je voulais vous donner des repères tout de suite, puis ensuite je vais les développer bien sûr là, dans la formation. Je retrouve beaucoup, beaucoup de filles et de femmes qui ont une imagination débordante. C'est incroyable. Elles ont tout un monde intérieur qui est fascinant. Elles ont un sens de la créativité. Plusieurs sont artistes d'ailleurs. Elles peuvent développer éventuellement un talent en dessin, en photographie, en littérature, justement en tant que scénariste. J'ai dans ma clientèle une chanteuse d'opéra, des poètes. Donc, honnêtement, c'est fascinant. Elles ont un beau sens de la créativité. Elles pensent différemment, elles voient les choses, elles sont extrêmement sensibles. Et ça, c'est une de leurs belles qualités d'ailleurs. Certaines ont un sixième sens. Donc, c'est une information plutôt clinique. Là. Il n'y a pas vraiment encore de recherche scientifique sur le sujet. Mais pour avoir discuté avec plusieurs collègues, dont Tony Atwood, sur la question, on a découvert en fait que même si nos cliniques là, sont probablement les plus éloignées du monde, entre l'Australie et Montréal, mais les femmes qui ont un sixième sens, en fait, nous expliquent les mêmes choses avec les mêmes termes et souvent avec des exemples qui se ressemblent. Et on en est venu à finalement déterminer que ça peut être une des caractéristiques du profil féminin. Le sixième sens, c'est donc cette connexion réciproque. Donc, il y a toujours un côté réciproque avec la nature, les animaux et les enfants. C'est pas obligé d'être les trois, donc il peut y avoir un seul des éléments. Mais souvent, ils vont expliquer, par exemple, cette connexion avec la nature. Donc, lorsqu'elle se promène en forêt, le fait de regarder les feuilles, la nature, les fleurs, le soleil, etc. Il y a comme une énergie vraiment très, très importante, puis une connexion, donc un sens qui se développe. Et aussi avec les animaux, elles vont dire, donc les animaux viennent vers moi, je vais vers les animaux. Il y a comme cette compréhension mutuelle. Souvent, moi, je trouve ça génial. Elles me disent, Isabelle, c'est comme si je les comprenais, c'est comme si on communiquait ensemble et on n'a pas besoin de se parler. Et donc, les animaux ressentent aussi beaucoup cette énergie positive et ça peut être aussi vécu envers les enfants. Plusieurs adolescentes ou femmes vont me dire, dès qu'il y a des rassemblements, des fêtes de famille ou une occasion, moi, je vais vers les enfants naturellement. Dès que je suis avec eux, ça connecte, on se comprend. Puis souvent, ils se sentent bien, bien, bien avec les enfants parce que les enfants ne jugent pas.
et les enfants peuvent même trouver leur côté parfois excentrique fort intéressant. Donc, ce sixième sens a été décrit par Tony Atwood et aussi Rudy Simone. Je vais vous présenter son livre un peu plus tard et fait partie du profil de certaines femmes. Je le retrouve chez certains hommes autistes Asperger, mais je l'ai vu plus souvent, où j'ai pu avoir la description, donc plus souvent avec les femmes. Et donc, finalement, tout ça, ce que je vous explique maintenant, est répertorié comme étant sous le terme du camouflage. Donc, le camouflage, c'est une stratégie justement qui va aider les femmes à développer des habiletés de conversation sociale, aussi de savoir s'adapter au contexte. Et c'est ce qui fait que quand on camoufle les difficultés, on a un diagnostic qui est beaucoup plus tardif parce que ça prend plus de temps et souvent, comme je vous disais plus tôt, ça prendra des moments de transition où la femme va sentir que vraiment là, il y a moins de contrôle, il y a plus d'anxiété et le camouflage devient plus difficile. Donc, c'est la grille avec laquelle on va travailler pour le reste de la formation. Donc, par rapport au profil féminin, donc ce que j'ai observé et ce qui est vraiment aussi rapporté dans la littérature, c'est que certaines filles ou femmes ont vraiment une grande envie de socialiser, d'avoir des amis, mais parfois à quel prix? Et elles peuvent devenir ce qu'on appelle l'esclave des autres, donc avoir des amis à tout prix. C'est-à-dire qu'elles sont désespérées et malheureusement, parfois, elles se font repérer par des groupes donc qui n'ont pas nécessairement des intentions aussi bienveillantes qu'elles. Elles peuvent se faire prendre dans toutes sortes d'histoires, toutes sortes de scénarios. Et tout ça est dû aussi à la théorie de l'esprit, en fait. Cette capacité à comprendre, je vous en parlais un peu plus tôt, les intentions, les pensées des autres. Et combien de fois des filles et des femmes m'ont dit, Isabelle, je me suis fait prendre dans toutes sortes d'histoires sur Internet, quelqu'un finalement a abusé de moi, m'a demandé mon argent, ou même dans des liens concrets, quelqu'un m'a demandé justement beaucoup de support, j'ai jamais rien reçu en retour. Et elles me disent littéralement, jamais j'ai pu comprendre parce qu'en fait, elles disent donc, par exemple, moi, j'ai des intentions bienveillantes et souvent, elles sont extrêmement aussi candides à ce niveau-là. Elles vont dire, jamais j'aurais l'intention de faire du mal à quelqu'un ou de justement abuser de quelqu'un. Donc, comment quelqu'un pourrait s'en prendre à moi ou avoir des intentions malveillantes? Donc, c'est lié à la théorie de l'esprit. D'où l'importance, dès qu'elles sont jeunes, de travailler les habiletés sociales, la théorie de l'esprit, justement pour mieux comprendre, décoder les intentions des autres. Et on a d'autres stratégies que je vous explique dans quelques minutes. L'observation, l'imitation, donc, sont vraiment des caractéristiques du profil féminin. Elles vont observer les autres, comment elles jouent ensemble quand elles sont petites, là, au primaire. Et plus tard, les filles au secondaire vont me dire, ou les femmes, j'observe par exemple dans un milieu, les femmes qui semblent avoir une aisance sociale ou des bonnes capacités et je vais imiter donc ce comportement-là pour moi aussi me sentir plus à l'aise. La fiction les aide à comprendre les émotions, les habiletés sociales. Donc, elles adorent lire. Souvent, elles dévorent même plusieurs livres par semaine où elles vont regarder des émissions de télé, des sitcoms, des séries, des films pour en fait comprendre. Et c'est là la différence. Quand on pose la question, qu'est-ce que vous faites dans vos temps libres? Si une fille me dit, Isabelle, je lis toujours, 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 qu'est-ce que tu lis et pourquoi tu lis? S'il y en a une qui me dit, ah, moi, je regarde des films, c'est vraiment mon intérêt spécial et souvent on va dire mais quel type de film et pour quelle raison et elles ne le font pas nécessairement pour se distraire, donc pour le plaisir, mais surtout par apprentissage. Elles le font pour comprendre et apprendre. Et donc ça, c'est hyper important de poser cette question. Si elles ont le support des pairs ou d'un ou une amie fidèle, ça va être extrêmement important pour les guider et assurer un sentiment de sécurité. Donc, pour éviter de se faire prendre par des groupes qui pourraient malheureusement profiter de la naïveté ou de la candeur. Et ça peut être un ou une amie, hein, ça n'a aucun lien, là, le genre de la personne. Elles ne sont pas du tout axées sur le genre qu'elles ont un ami ou elles aiment une personne. C'est la personne avant tout, c'est pas nécessairement son genre. Donc, plusieurs m'ont dit, ça a été fort, fort, fort important dans ma vie, mon adolescence. J'avais un ami ou une amie et quand il y avait des choses qui se passaient dans la cour d'école, je
comprenais mal ou je décodais mal, j'allais vérifier. Et moi, c'est ce que j'encourage. Donc, on peut toujours aller vérifier auprès de un ou une amie ou d'un professionnel. Moi, je joue ce rôle-là avec plusieurs de mes clientes aussi, puis ça me fait grand plaisir d'ailleurs. Je leur dis, bon, mais quand tu as des questions, tu n'es pas certaine, demande mon opinion, puis moi, je ne suis pas là pour décider, mais juste t'orienter. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que moi, j'en pense? Et le rôle, en fait, de cet ami ou de professionnel, ou ça peut être un parent aussi ou quelqu'un de la fratrie, c'est de guider. En fait, donc un guide social. Il y a Liane Holiday-Willy, je vais vous présenter son livre un peu plus tard, qui est excellent, qui est une adulte aspi. Il a écrit un livre qui s'appelle Pretending to be Normal. Il est traduit en français, je vais vous le présenter. Et elle explique justement dans son livre que tout au long de ses études au collège, heureusement qu'elle avait son meilleur ami parce que parfois elle allait dans des soirées ou elle était dans des cours, les gens faisaient des commentaires puis elle se disait bon mais est-ce que j'ai vraiment bien compris parce qu'elle a tendance à prendre les choses au premier degré ou de façon littérale. Et donc cet ami lui a vraiment sauvé beaucoup de tracas et de pépins. Donc c'est ce que je recommande également, donc de travailler les habiletés sociales le plus tôt possible et de vérifier avec qui elle est amie pour avoir accès à ce guide. De façon générale, l'expression des caractéristiques diagnostiques est moins sévère, c'est-à-dire que si on pense au fameux continuum de l'autisme, donc selon DSM, on se retrouve vraiment ce que j'appelle à l'extrémité du continuum où, dû à ces stratégies d'adaptation, d'imitation, on a pu voir des traits qui sont encore une fois très camouflés. Sauf si on travaille avec des jeunes filles, même parfois à l'âge préscolaire, qui ont des comportements plus agressifs ou parfois des comportements qui sont assez intenses, on va voir leurs différences, mais autrement, il y a beaucoup de camouflage, donc c'est ce qui fait qu'on les voit plus tard. Je vous ai parlé des mécanismes donc d'adaptation qui sont en grande partie responsables de l'expression des caractéristiques qui est aussi différente. L'imagination très fertile, certaines filles et même des femmes ont un ou une amie imaginaire et parfois un monde imaginaire. Souvent, elles n'osent pas en parler, rendues à l'adolescence, âge adulte, parce qu'elles ont peur d'être mal interprétées ou jugées. Donc moi, pratiquement toujours, je pose la question et j'ai pu découvrir avec elle tout un monde imaginaire parfois. C'est justement, le monde s'est élaboré autour du manque de contacts sociaux dans la vraie vie. Par exemple, il y a des filles et des ados qui vont me dire le week-end, j'ai pas vraiment d'amis, donc je me suis tout inventé un scénario, des histoires pour en fait m'occuper, mais aussi me stimuler au plan social. Et c'est pour compenser donc parfois le manque d'amitié réelle. Et d'autres, c'est vraiment parce qu'elles ont un imaginaire qui est vraiment débordant. Parfois, donc, elles vont avoir des phases dans leur développement où elles vont adopter une personnalité en imitant quelqu'un qui est souvent populaire ou quelqu'un qu'elles admirent. Et parfois, elles vont même changer de nom. C'est comme si elles veulent devenir cette nouvelle personne et c'est pas du tout un état psychotique, c'est pas un trouble de santé mentale, c'est vraiment de vouloir socialiser ou de vouloir s'intégrer socialement. Autre chose que je remarque aussi, les filles et les femmes ont une capacité d'introspection qui est très développée, plus que chez les garçons et les hommes autistes Asperger. Et c'est pour ça que la littérature écrite en autisme a été écrite par plusieurs femmes et c'est surtout des autobiographies. Donc, elles sont capables de nous exprimer, de vraiment bien explorer, j'appelle ça l'autisme vu de l'intérieur ou le syndrome d'Asperger vu de l'intérieur avec toutes les subtilités, avec justement toute cette charge émotive. Et il y a des magnifiques livres qui ont été publiés. Je vais vous présenter quelques exemplaires ou des livres que moi j'affectionne particulièrement un petit peu plus tard dans la formation. Donc, moins les filles et les femmes ont de comportements inappropriés ou agressifs, moins on leur donne d'attention. Et c'est ce qui fait que certaines ont navigué pendant des années en étant première de classe. Les parents disaient, bon, mais tant qu'elle réussit bien au plan scolaire, on la laisse tranquille. Même chose pour les enseignants, disaient, bon, elle est un peu renfermée, elle est dans son coin, mais elle semble bien fonctionner, donc on ne s'attarde pas trop aux caractéristiques. Et souvent, les femmes me disent, ben, c'est ce que je souhaitais. J'étais sage dans mon coin, je m'occupe de mes trucs, donc on me laisse tranquille. Et elles n'aiment pas avoir non plus l'attention sur elles. L'apprentissage des habiletés sociales se fait en général plus rapidement, d'où l'importance, nous, le plus tôt possible,
de favoriser donc les habiletés d'amitié sociale, interpersonnelle. Je travaille beaucoup aussi avec les adolescentes sur la notion du consentement, être capable de donner mon consentement et aller vérifier le consentement chez l'autre en deuxième plan, mais surtout pour éviter qu'il y ait des abus, qu'il y ait des situations là, qui se produisent sans qu'elles aient vraiment bien compris les enjeux ou les conséquences. Maintenant, par rapport aux intérêts spéciaux, ici c'est très important. Bien, comme tout le reste, j'espère, mais c'est un aspect important, surtout par rapport au diagnostic, parce que plusieurs collègues me disaient, bon, elle me regarde dans les yeux, elle a des amis, elle n'a pas d'intérêt spécifique, elle ne peut pas être autiste Asperger. Donc là, il y a des sous-questions à poser. Est-ce que tu as des intérêts spéciaux, spécifiques? Des fois, ils vont dire, ben, plus ou moins. C'est parce qu'en fait, la plupart de leurs intérêts, ils ne sont pas nécessairement inusités, mais ils sont très intenses. Et c'est là où vous aurez un indice. Exemple, les animaux. Ça peut être la littérature, encore une fois, l'art, etc. Et donc, si on demande à une fille, une adolescente ou même une adulte, c'est quoi ton intérêt, puis elle dit, ah, les animaux, ben, moi, je pose des sous-questions. Et donc, finalement, ce qu'on a comme dévoilement qui est fascinant, c'est les animaux, mais c'est par exemple bon, l'équitation pour une femme avec laquelle je travaille. Donc, elle a même des t-shirts avec un cheval. Elle a toujours des magazines qu'elle traîne avec elle. Dans son appartement, c'est vraiment tapissé de photos de chevaux. Et tous les week-ends et la semaine, quand elle a des temps libres, elle va faire de l'équitation et elle ne parle que de chevaux. Alors qu'une fille neurotypique ou une femme neurotypique peut dire, moi aussi j'aime les animaux, mais j'aime aussi par exemple le cinéma, j'aime passer du temps avec des amis, j'aime voyager. Donc il va y avoir une multitude de différentes activités, mais pas aussi intenses. Et donc c'est l'intensité qui sera un indice par rapport justement aux intérêts spéciaux qu'on retrouve chez les femmes. Donc, je dirais qu'il y a deux grandes catégories d'intérêts que je retrouve. Tout ce qui est artistique, littérature, musique, etc. Et il y a tout le animaux aussi, là, parce qu'il y a tout ce côté d'imagination lié aux animaux, puis le sixième sens dans certains cas. Puis j'ai une autre catégorie d'intérêts qui sont vraiment comme les sciences, les mathématiques ou tout ce qui est très pragmatique. Et donc, les femmes vont souvent se retrouver dans ces catégories d'intérêts. Ici, je vais vous présenter quelques données qui sont surtout cliniques. Donc, certaines sont appuyées par de la recherche, mais je voulais absolument le partager. Donc, sachant que je suis aussi sexologue, j'ai vraiment un intérêt par rapport au développement des habiletés socio-sexuelles chez les personnes autistes Asperger et mieux comprendre aussi leur profil sexuel. Donc, je travaille avec un sous-groupe de filles et de femmes qui développent ce qu'on appelle la promiscuité sexuelle. Donc, c'est vraiment le désir de vivre plusieurs expériences sexuelles sans nécessairement avoir de limites. Donc, que ce soit au niveau du nombre de partenaires, de différentes pratiques sexuelles, c'est vraiment une exploration très, très large. J'ai parfois des inquiétudes, bien sûr, parce que liées à la théorie de l'esprit, certaines filles et femmes vont par curiosité, candeur, vouloir explorer la sexualité sans nécessairement comprendre les enjeux ou peut-être les conséquences possibles, les abus possibles aussi. Donc, sans être surprotectrice, je vais quand même faire beaucoup d'éducation avec elles, de mise en garde, de vérification, de ne pas se rendre seule dans un endroit avec des gens qu'elles ne connaissent pas. Faire attention aussi lorsqu'elles naviguent sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour éviter donc de tomber dans le piège des prédateurs aussi. Parce que cette candeur sexuelle peut être facilement repérée par des gens qui n'ont pas nécessairement des bonnes intentions. Il y a aussi un autre enjeu assez intéressant dans la clientèle avec laquelle je travaille. Donc, il y a un petit groupe, donc c'est un sous-groupe, bien sûr, là, elles ne sont pas très nombreuses, mais de femmes qui ont décidé aussi de s'adonner donc, au travail du sexe, en fait. Elles sont escortes par choix. Et ce n'est pas de la prostitution de rue, là, ça, je ne travaille pas avec des femmes prostituées dans la rue, j'en ai pas rencontré encore, mais elles sont escortes parce que par choix, certaines ont dit j'avais cette curiosité sexuelle et elles ont développé donc ce qu'on appelle un script. Je vais tenter de l'expliquer le plus clairement possible, puis je le dis avec justement là, aucun jugement, là, loin de là, je travaille avec elles de façon très importante. Donc, elles me disent à travers le script sexuel, je sais comment me comporter, je sais la séquence, je sais quoi faire, comment me positionner. Bon, on n'ira pas dans tous les détails, mais j'ai cette compétence, cette reconnaissance, puis il y a comme une rétroaction positive où elles se sentent appréciées, alors qu'au plan social, souvent, elles me disent
J'ai tellement vécu de rejet, de critiques, parfois d'intimidation, que j'ai une estime de moi très basse, mais au plan de justement mon travail sexuel, je retrouve finalement une identité. Et donc, elles peuvent développer un intérêt pour aller vers ce genre de travail. Et il y a des équipes donc de chercheurs qui s'attardent sur la question de la prostitution plus en général. Donc, j'ai eu la chance d'assister à différentes conférences dans les pays scandinaves qui sont vraiment très, très proactifs par rapport à la recherche, la clinique, toute la compréhension de la sexualité, et ils faisaient aussi des recherches sur la prostitution. Ils ont découvert qu'il y avait un nombre important, en fait, de femmes qui étaient non diagnostiquées à l'époque, on ne soupçonnait pas, mais qui finalement sont Asperger. Et donc, il pourrait y avoir par choix certaines femmes qui vont aller vers une promiscuité sexuelle, et elles départagent vraiment très clairement la sexualité des relations affectives ou amoureuses. Donc, pour elles, c'est vraiment deux choses complètement séparées. Et donc, le fait de vivre ça séparément, elles n'ont pas nécessairement de charge émotive lorsqu'elles s'adonnent à des activités sexuelles. Ensuite, la genralité peut être plus flexible chez certaines filles, certaines femmes, où elles se considèrent comme étant non genrées ou non binaires. Donc, le binaire veut dire masculin, féminin, et c'est pas un conflit du tout, là, c'est pas une dysphorie de genre, c'est le fait d'intégrer des caractéristiques masculines et féminines. Et finalement, c'est une richesse dans leur personnalité. Ça peut se voir au niveau des intérêts qu'elles ont, qui peuvent être un mélange d'intérêts de garçons et de filles. Ça peut être dans l'habillement. Ça peut être aussi au niveau donc de tout ce qui est représentation de la genralité. Donc, je ne pourrais pas en parler trop longtemps aujourd'hui. En fait, j'ai une conférence entière, une formation entière sur la genralité. Donc, il faut que je m'arrête parce que je deviens très enthousiaste. C'est un de mes sujets en ce moment d'intérêt là, en recherche puis en clinique, mais c'est fort intéressant. On retrouve maintenant officiellement en comorbidité, j'aime pas le terme comorbidité, mais c'est celui qu'on utilise là, dans notre jargon, ou en trouble associé. Le trouble des conduites alimentaires, anorexie, boulimie est officiellement donc considéré comme genre, un trouble associé à l'autisme Asperger. Plusieurs filles et femmes, on a aussi des hommes, hein, bien sûr, et des garçons, mais chez les filles et les femmes, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a un diagnostic d'autisme Asperger, on n'aura pas le même plan de traitement parce que les plans de traitement pour les troubles des conduites alimentaires ont été développés pour une majorité neurotypique ou avec autres diagnostics associés, mais pas en autisme. Et donc, c'est hyper important maintenant d'aller chercher le profil autiste Asperger si c'est le cas pour pouvoir donc traiter différemment. L'anorexie peut être due à des sensibilités sensorielles, une hypersensibilité aux textures, aux odeurs, au goût. J'ai des femmes avec lesquelles je travaille qui me disent littéralement mâcher puis vraiment avoir des aliments dans la bouche, ça me rend malade. Donc, elles ne le font pas parce qu'elles ont une dysmorphophobie, c'est-à-dire quand on se regarde dans le miroir puis on se voit toujours comme étant difforme. Elles ne le font pas pour ça. Souvent, ce n'est pas une question d'image corporelle ou de poids, c'est les hypersensibilités. Parfois aussi, c'est qu'elles sont extrêmement contrôlantes. Et comme elles n'arrivent pas à contrôler, ça c'est l'anxiété qui fait ça, elles n'arrivent pas à contrôler l'environnement et tout le stress qu'elles vivent, elles deviennent contrôlantes, pas envers les autres, là, contrôlantes par rapport à leur corps. Et donc, une des façons, c'est d'être en restriction alimentaire. D'autres développent des obsessions par rapport au fait de calculer les calories, mais de façon trop extrême. Elles prennent vraiment au pied de la lettre là, le nombre de calories ou les aliments, etc. Et elles peuvent devenir en sous-alimentation, surtout si elles s'entraînent beaucoup physiquement. Moi, ce n'est pas mon domaine, là, je ne suis pas la spécialiste, là, loin de moi de prétendre, mais je vous rapporte ce que mes clientes m'ont rapporté et mes collègues aussi avec lesquels on travaille dans les cliniques de troubles des conduites alimentaires. C'est que le surentraînement aussi semble déclencher une réaction au cerveau et générale dans le corps où on a moins d'appétit. Donc, trop d'entraînement, calculer les calories de façon trop stricte peut aussi précipiter une anorexie. Dans le cas de la boulimie, c'est important aussi de toujours se repérer par rapport au ressenti sensoriel. Certaines femmes avec lesquelles je travaille n'ont pas le sentiment de satiété, donc elles mangent énormément, pas parce qu'elles mangent leurs émotions, pas du tout, c'est que finalement, elles ne ressentent pas le fait d'être justement saturées. Et donc, ça peut être sensoriel. Donc, tout ça pour vous dire que si on arrive à mieux comprendre le profil autisme Asperger, les traitements pour les troubles des conduites alimentaires seront beaucoup plus efficaces.
Donc, tout le potentiel est à explorer aussi. Lorsqu'on fait des évaluations diagnostiques, on va chercher les défis, certaines difficultés, mais aussi tout le profil positif, qualité, potentiel. Et j'aime beaucoup le document du Dr. Atwood sur les critères ASPI. Donc, il y a plusieurs années, il a décidé d'écrire avec sa collègue Carol Gray. Tout en fait, c'est super intéressant, une description diagnostique calquée sur le DSM, mais le DSM, c'est toujours négatif, hein, difficulté, etc., problème à. Et là, lui, il a fait en fait l'inverse, donc un avantage qualitatif dans les interactions sociales. Donc, il décrit la fidélité en amitié, en amour des personnes autistes Asperger, en quoi justement ce sont des amis sur qui on peut compter. Il parle aussi du langage qui peut être très vocabulaire développé, certaines même personnes autistes Asperger vont inventer des mots, ils vont avoir leurs propres idiosyncrasies. Il parle des compétences cognitives avec l'attention au détail, la mémoire à long terme qui peut être aussi très développée et les traits additionnels comme le sixième sens, la pensée en images, etc. Et donc, je vous recommande d'aller voir sur le site de Tony Atwood en Australie. Vous pouvez télécharger les critères ASPI. Et avec cette formation, donc, je pourrais bien sûr vous partager la version qu'on a pu traduire en français avec l'autorisation du Dr. Atwood. Et ça fait partie, donc, de notre processus d'évaluation pour, bien sûr, axer sur les points positifs pour favoriser l'estime et la confiance de soi chez les filles et les femmes. Voici maintenant la deuxième partie de la formation sur le profil féminin. Donc, si on poursuit au sujet des qualités, du potentiel des filles et des femmes, on peut retrouver donc différentes caractéristiques qui sont quand même très admirables. Un côté rationnel très développé chez certaines. Il peut y avoir aussi une forme d'intelligence particulière. Donc, elles vont vraiment penser en dehors de la boîte, si je peux m'exprimer ici. Elles vont voir les choses différemment et ça entraîne aussi un grand sens de la créativité. Elles sont souvent dignes de confiance et elles sont très intègres également. Certaines filles et femmes peuvent aussi être excellentes au niveau de ce qu'on appelle la résolution de problèmes. Euh, dans, dans mon expérience clinique avec certaines femmes qui sont en informatique ou en mathématiques ou en sciences, elles sont extraordinaires. Elles ont un talent particulier pour vraiment repérer parfois le petit problème ou le détail que les autres n'avaient pas pu voir. Elles peuvent avoir des connaissances dans des domaines très précis. Souvent, ça aussi, c'est lié avec l'intérêt spécial. Plus on s'intéresse à un sujet, plus on creuse, bien, plus on devient compétente. Elles sont très directes. Ça, je voudrais vous donner quelques exemples. Euh, Elles n'ont pas de filtre. Et c'est ce qui entraîne parfois aussi certaines maladresses, c'est-à-dire qu'elles vont dire les choses telles quelles, mais sans aucune mauvaise volonté, sans mauvaise pensée, mais parfois elles n'arrivent pas à juger l'impact de ce qu'elles disent ou comment l'autre personne peut recevoir le commentaire. Donc, parfois, il manque un peu de filtre et on travaille, nous, ensemble au niveau de certaines habiletés de conversation et sociale pour parfois se mettre un filtre, réfléchir et imaginer comment l'autre personne pourrait se sentir si elle reçoit le commentaire. Tout ça pour vous dire que quand elles sont jeunes, et même certaines adultes préfèrent avoir des amis ou des collègues masculins parce qu'elles me disent, Isabelle, avec les gars, c'est direct, on a des choses à régler. Si on a un conflit, tout de suite on en parle, on règle ça, puis ensuite on passe à autre chose. Alors que les filles sont très sournoises et surtout à l'adolescence. Rappelez-vous, si vous étiez adolescente vous-même, les filles sont très critiques les unes envers les autres. Elles observent comment elles s'habillent, la couleur de cheveux, le style, puis elles se critiquent beaucoup, beaucoup. Et souvent, ce que les adolescentes ASPI me disent, c'est j'arrive pas, Isabelle, à comprendre. Une journée, c'est mon amie, le lendemain, elle veut plus être mon amie, elle parle dans mon dos. Donc, cette navigation amicale est extrêmement complexe, alors qu'avec les garçons, ça peut être beaucoup plus direct. Encore, il faut quand même ajouter, euh, des petites mises en garde. Si elles sont amies avec des garçons, il faut aussi faire attention pour pas qu'elles deviennent victimes. Certaines femmes avec lesquelles je travaille me racontent que plus jeunes, elles ont été donc la seule fille dans la gang ou le groupe de gars et elles ont été initiées à toutes sortes d'expériences, parfois d'alcool, de drogue, de sexualité, sans trop savoir est-ce que mon jugement y est bon, est-ce que je devrais ou pas, avec parfois une certaine pression aussi. Donc, peu importe les groupes d'amis, de vraiment faire attention avec qui elles développent donc des liens. Elles ont aussi une soif de connaissance, une grande curiosité, souvent depuis qu'elles sont toutes jeunes.
dans l'historique développemental, je l'entends, je le vois avec elle. Elle me dit, Isabelle, j'avais 4 5 ans, déjà je m'intéressais aux chiffres, aux lettres, à la nature, aux animaux, puis c'est pour moi un grand signe d'intelligence, toute cette curiosité. En continuant sur les qualités, ça nous permet aussi éventuellement de développer tout le volet des études ou du travail futur des emplois parce qu'on se base toujours sur les qualités et les compétences pour développer ce qu'on appelle, nous, un projet de vie, donc se projeter dans le futur et prendre confiance en soi. Donc, certaines sont très douées en musique, en chant, ou elles peuvent avoir l'oreille parfaite. Donc, dans la clientèle de femmes avec laquelle je travaille, j'ai beaucoup de musiciennes, j'ai une chanteuse d'opéra, j'en ai plusieurs aussi qui adorent la musique, elles ont vraiment cette connexion très intéressante avec la musique. Le travail souvent va devenir une passion pour les femmes. Elles sont sans malice, mais parfois trop naïves, comme j'expliquais, cette candeur qu'on peut retrouver parfois. Il faut vraiment faire attention justement du réseau social dans lequel elles se développent, aussi tous les réseaux sociaux sur Internet. Certaines ont une pensée en image comme Temple Grandin. Peut-être vous connaissez Temple Grandin, qui est une femme autiste très, très célèbre, qui a finalement cette capacité que j'appelle un cadeau, d'être capable d'imaginer en détail des scénarios, comme s'il y avait un film qui rejouait. Et j'ai des femmes avec lesquelles je travaille qui me disent, quand on parle du passé ou même des souvenirs de la petite enfance, elles me disent, mais je me souviens très bien, et elles me décrivent de façon exacte. Par exemple, la couleur des murs, de leur chambre. Ma sœur était là, je me souviens même de l'habillement qu'elle portait, je me souviens des paroles que ma mère me dit. Et donc, c'est quand même assez phénoménal de voir parfois cette mémoire long terme qui est extrêmement développée, souvent pour des sujets qui les intéressent ou des souvenirs marquants. Par contre, la mémoire à court terme, comme chez les hommes aussi, est plus limitée, c'est-à-dire la mémoire de travail, d'emmagasiner de l'information, surtout quand c'est verbal. Elles peuvent être confuses très rapidement, alors que si c'est visuel, concret, ou des images comme ça qu'elles ont. C'est comme si elles avaient un disque dur d'ordinateur au niveau du cerveau, puis une fois que l'information est classée, elle est là pour toujours. Et c'est Temple Grandin qui a été une des premières à vraiment expliquer cette pensée en images. Sens de la justice très développé, de l'intégrité. Plusieurs femmes sont militantes dans différents domaines et c'est pour ça que dans le domaine de l'autisme, depuis qu'on connaît maintenant le profil féminin, plusieurs se sont rassemblées pour former des groupes. Je vais vous en parler un peu plus tard et c'est fantastique le travail qu'elles font parce qu'elles veulent vraiment faire connaître le profil féminin, beaucoup d'organisations, de conférences, de sensibilisation, donc avec ce grand sens justement de l'intégrité. Elle porte attention aux détails. Là, ici, je fais toujours ma petite blague, mais encore plus que les femmes neurotypiques. Moi-même étant neurotypique, j'ai tendance à porter attention aux détails, mais les femmes avec lesquelles je travaille, c'est extraordinaire. Elles vont vraiment voir tout, 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 tout. Et elles me disent, en fait, c'est plus fort qu'elles, c'est ce qu'elles voient. Elles ont tendance à porter attention plus à l'environnement, aux détails, aux objets, par exemple, qu'aux personnes. Elles portent attention aux gens en deuxième plan, mais c'est pour ça qu'elles ont tendance à tout voir les détails et donc ça peut mener vers aussi des études ou un travail intéressant qui nécessite ce genre de compétences. L'imitation fait aussi partie des capacités spéciales parce qu'en fait, ça permet à plusieurs filles et femmes d'apprendre les habiletés sociales plus rapidement et d'être plus efficaces. Donc, elles observent, elles imitent et elles reproduisent les comportements sociaux qu'elles voient chez les autres. Ici, il n'est pas question d'un trouble de personnalité multiple ou d'autres problématiques, mais vraiment de ce qu'on appelle une stratégie de caméléon, c'est-à-dire qu'elles vont avoir différents rôles dans différents contextes. Il y a plusieurs années, j'ai travaillé avec une enseignante spécialisée auprès des jeunes élèves autistes et on s'est croisés à plusieurs reprises dans des formations. Elle avait toujours des questions extrêmement pertinentes et à la fin de la conférence, elle me demande, Isabelle, est-ce que je peux prendre rendez-vous pour venir te rencontrer? Fait que moi, je lui dis parfait. Moi, j'avais en tête qu'on était pour discuter des stratégies pour les élèves et tout. Et en arrivant à la clinique, donc rapidement, elle me dit, bon, mais parfait, je suis prête. Donc, je suis certaine que finalement, je les vois partout, les caractéristiques, mais je crois que je suis moi-même aspi. Et là, ma grande surprise, moi, je ne m'attendais pas du tout à ce dévoilement, en fait, cette information-là. Je pensais qu'elle venait pour les stratégies en classe. Et donc, on s'est mis à discuter ensemble, puis elle m'a expliqué, c'est la première qui me l'a expliqué, en fait, le caméléon, c'est-à-dire que
Elle avait gagné d'ailleurs un prix comme étant la meilleure enseignante de l'année. Elle était vraiment parfaite, parfaite et très sympathique d'ailleurs. Et donc, elle me dit, quand je suis en classe, j'ai tout lu, j'ai fait toutes les formations et donc je suis dans mon rôle d'enseignante. Quand j'arrive à la maison, je m'occupe des enfants. Donc, elle avait 2 enfants et j'ai ensuite mon rôle de mère. Donc, j'ai appris à cuisiner, j'ai appris justement comment bien éduquer les enfants, résoudre les conflits. Elle dit, je suis dans mon rôle. Ensuite, les enfants se couchent, je suis avec mon mari, elle dit là, je suis une épouse. Mais elle dit une fois que j'arrive seule dans mon lit, elle dit je me demande qui suis-je. Et là, c'était assez fascinant. Je lui ai dit mais c'est quand même étonnant. Et elle me dit je suis comme un caméléon, donc personne ne se rend compte de finalement toutes les caractéristiques que j'ai et parfois les souffrances et les difficultés parce que de l'extérieur, tout est sous contrôle, mais en fait, qui suis-je? Et c'est tout là où elle a pu m'expliquer la quête d'identité, de comprendre qui elle est, pas dans ses capacités, pas dans ses comportements, mais au niveau de son identité à elle. Et j'étais très touchée d'ailleurs de toute son explication et son expérience de vie. Et c'est à partir de là qu'on a pu en discuter avec Tony Atwood, entre autres, et d'autres collègues. Et on a parlé de plus en plus du caméléon, camouflage. Et maintenant, c'est l'hypothèse qui est partagée, même au plan scientifique. Il y a des articles qui ont été publiés sur les stratégies de camouflage au caméléon chez les femmes autistes Asperger comme étant finalement la stratégie dominante. Parfois, elles sont très introverties. Et donc, on n'imagine pas qu'elles sont vraiment en observation, mais elles intègrent de l'intérieur, puis par la suite, elles vont reproduire et elles ont des facilités d'apprentissage dans différents domaines également. Donc, dernièrement, il y a des recherches très intéressantes qui ont été publiées sur le camouflage chez les femmes. Et le camouflage social est donc cette stratégie d'adaptation pour masquer les traits, surtout en situation sociale. Les femmes et les filles sont souvent bien à l'affût de la pression sociale et la pression ou les attentes sont plus grandes envers les filles que les garçons. Et donc, se développe par apprentissage et observation 3 formes. Premièrement, c'est la compensation, c'est-à-dire d'apprendre des scripts à l'avance, d'avoir des phrases en tête, une façon de répondre quand on a une situation sociale. Par exemple, si on a une réunion de famille, les fameuses conventions de discussion du salon comme telle, de savoir quoi dire, faire des compliments, mais tout ça est fait pour compenser. Il y a le masquage aussi, c'est-à-dire de vraiment porter attention à sa posture, porter attention au contact visuel, d'être en vigilance par rapport à soi-même pour vraiment se camoufler au plan social et l'assimilation qui est décrite par Liane Holiday-Wiley également, qui est parfois elle-même, elle avait pris le titre prétendre être normale, prétendre être comme les autres, donc pretending to be normal, donc de faire donc tout pour camoufler les fameuses difficultés en assimilant donc le profil féminin neurotypique et en reproduisant. Et donc, c'est assez intéressant de voir que toutes ces stratégies sont décrites maintenant par des chercheurs qui ont pu donc évaluer et observer les caractéristiques chez les filles et les femmes. Donc, on l'inclut maintenant dans notre protocole d'évaluation. Il y a des questions sur le camouflage et l'aspect caméléon chez les filles et les femmes. Très heureuse de vous présenter donc une nouveauté, un livre qui a été coécrit avec Annick Martin, ma collègue, qui a été publié à la fin 2020 sur le profil Asperger au féminin. Donc, c'est le fruit de beaucoup, beaucoup de travail par rapport à justement le travail clinique que j'ai pu faire dans les dernières années. Donc, la première partie du livre, c'est une description clinique du profil féminin donc de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte avec des chapitres sur le travail, la relation de couple, la sexualité, le camouflage, entre autres, et différentes stratégies pour aider les femmes à naviguer socialement, mais aussi à atteindre une qualité de vie. La deuxième partie du livre, c'est un récit incroyable, magnifique par Annick Martin, qui a obtenu son diagnostic dans la mi-quarantaine. Elle explique donc tout son cheminement, donc le fait d'avoir donc, voguer hein, partout, partout en explorant chez différents médecins, professionnels, sa condition, essayer de se comprendre pour finalement, on ait la chance de se rencontrer il y a quelques années et on a eu le projet donc de coécriture du livre et son récit est très riche parce que pour moi, donc, il illustre bien de l'intérieur, donc, tout ce qu'elle a vécu. Il y a aussi 2 témoignages de 2 femmes aspies. Je vous laisse, c'est des petits bijoux qui font un texte plus court que celui d'Annick, mais qui viennent aussi témoigner. Et la troisième partie du livre,
qui est une partie aussi très importante. Donc, dans les dernières années, j'ai rencontré donc des dizaines de femmes, mais même plutôt des centaines. Et ma collègue Valentina Pazin, qui est une neuropsychologue italienne, est venue faire des études à Montréal et un stage à notre clinique. Elle m'a observée pendant 2 ans. Et bon, vers la fin de son projet, on discutait ensemble, puis elle me disait, Isabelle, je vois bien que tu suis donc le protocole parce qu'on a toutes sortes de questionnaires élaborés, bien sûr, on doit suivre. Mais elle dit, lors des entrevues, elle dit, tu as des questions qui reviennent avec toutes les catégories de caractéristiques du DSM, mais elle dit, est-ce qu'il y a quelque chose de formel qui a été écrit à ce niveau-là? Et à l'époque, non. Donc, elle a enregistré les entrevues diagnostiques et on a repris toutes les questions cliniques que je pose avec tous les détails, les subtilités pour éviter de tomber dans le piège d'une description trop masculine ou classique de l'autisme. Et on a tout répertorié en catégories et on a demandé donc à Tony Atwood, notre collègue, de venir valider tout ça et à Bruno Vicaire de valider scientifiquement donc tout le protocole des questionnaires qu'on utilise et aussi l'entrevue clinique. Et ça a donné donc le fameux guide d'évaluation clinique des filles et des femmes qui est publié comme troisième partie du livre, qui est vraiment unique en son genre. Bon, disons qu'en ce moment, actuellement, il n'y a rien d'aussi exhaustif qui avait été développé. Et donc, je suis très, très contente parce que l'objectif, en fait, c'est de diffuser l'information, la rendre accessible pour que les femmes puissent lire en disant, bon, ben, si je me retrouve, je peux ou non aller chercher une évaluation officielle. Il y a certaines femmes qui n'ont pas besoin d'avoir le saut, mais elles veulent comprendre qui elles sont par rapport à tout ce sentiment d'identité. Donc, c'est ça qui est important. Et le guide clinique permet aussi aux collègues professionnels de suivre un certain protocole, de ne pas éviter des questions ou d'oublier des questions et surtout d'entrer vraiment dans toute cette zone de camouflage. Vous pouvez donc trouver le livre sur Chenelière Éducation sur le site que je vous présente. Lorsque vous allez sur le site de Chenelière que je vous ai présenté juste avant, vous allez voir la couverture du livre et aussi en bonus le fameux guide d'évaluation clinique gratuit que vous pouvez télécharger en PDF. Ça a été ma demande à l'éditeur. Ils ont accepté. J'ai trouvé ça extrêmement généreux de leur part aussi. Je voulais rendre le questionnaire accessible. Si les gens veulent plus d'informations, ils peuvent aller dans le livre, bien sûr, mais le questionnaire a été donc extrait du livre et on a 65 questions donc liées au profil féminin et les réponses attendues. C'est-à-dire que la première partie du questionnaire, on a le volet par exemple social. Et là, je pose les questions que moi j'ai en entrevue généralement et on vous propose les réponses attendues des femmes autistes Asperger. Donc, si elle est Aspi, grosso modo, voici ce qu'elle devrait répondre, fait que ça vous donne des repères. Et par la suite, en deuxième temps, vous avez le questionnaire tel quel avec les espaces pour soit cocher ou ajouter des commentaires. Dans notre protocole, on peut parfois envoyer le questionnaire à l'avance aux femmes pour qu'elles puissent vraiment déterminer si ça fait du sens ou pas. Et en entrevue, moi, c'est le questionnaire que j'utilise pour guider donc toute l'entrevue clinique. Comme je vous disais, c'est basé sur les critères du DSM-5, donc c'est quand même important. On ne peut pas s'en passer et aussi basé sur tous les questionnaires d'évaluation validés au plan scientifique sur le profil féminin. Donc, vous pourrez aller sur le site de Chenelière et accéder au guide d'évaluation. Je vous présente quelques coups de cœur, donc des livres qui ont été publiés il y a quelques années. Spectrum Woman, qui est un collectif de femmes Asperger, sous la direction de Barbara Cook et Michelle Garnett. Donc, il y a plusieurs thèmes, plusieurs chapitres, et chaque femme aborde un thème à sa manière, avec son expérience. C'est vraiment très riche, très intéressant. Et à la fin de chaque chapitre, Michelle Garnett donc, fait des commentaires au niveau clinique et sur son expérience aussi chez les femmes autistes Asperger. Il y a le livre Camouflage, qui est une bande dessinée qui a été publiée en anglais il y a peut-être 1 an et demi, où on explore vraiment tout l'aspect caméléon camouflage. Vous pouvez tout trouver sur Internet. Et un coup de cœur, La différence invisible de Julie Daché, qui est une Française blogueuse extrêmement brillante, très, très, très drôle. Vraiment, là, je la trouve fantastique. Et elle a eu cette idée de génie, donc d'écrire et de faire illustrer une bande dessinée pour expliquer aux adolescentes aussi, puis même aux femmes, toute cette différence invisible. Donc, le personnage qui finalement
passe d'un bureau à l'autre, tous les spécialistes, remise en question, tu peux pas être autiste, tu me regardes dans les yeux, non, 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 c'est pas possible pour finalement obtenir son diagnostic et toute la délivrance, en fait, c'est le poids sur les épaules hein, qui est vraiment disparu au moment de l'évaluation et c'est ce que je retrouve beaucoup là, dans mon expérience avec les femmes qui viennent en évaluation. Donc, ça peut être une belle façon aussi d'expliquer l'autisme au féminin parfois en classe, si on veut sensibiliser les camarades, parfois au travail aussi, les adolescentes. La fratrie peut lire ce livre-là, La différence invisible. On le retrouve maintenant dans toutes les grandes librairies à Montréal là, en vente libre. En fait, c'est un best-seller. Et je vais vous présenter un peu plus loin le site Internet et le blog de Julie Daché qui est vraiment super intéressant. Aussi très inspirant, les livres de Liane Holiday Willey. Le premier à gauche, en fait, c'est la traduction du livre Pretending to be Normal, où elle explique tout son cheminement personnel avec un papa Asperger, une fille Asperger, puis elle s'est retrouvée entre les deux en se questionnant sur la possibilité qu'elle soit Aspi elle-même. Donc, c'est vraiment un excellent livre qui a été traduit en français chez Chenelière, Vivre avec le syndrome d'Asperger. Et Liane a aussi écrit un livre qui s'appelle Safety Skills for Asperger Women, donc toutes les mises en garde les stratégies concrètes. Prochainement, le livre devrait être publié en français. On l'attend impatiemment, mais c'est vraiment un excellent livre de référence pour les femmes et pour les adolescentes aussi, pour les préparer à l'âge adulte. Rudy Simone est une femme Asperger qui a publié un livre exceptionnel qui s'appelle Aspergirls, qui est probablement un de mes préférés, si je peux me permettre, qui a été traduit, je vous l'ai mis juste à côté, l'Asperger au féminin chez De Boeck en Europe, mais vous pouvez le trouver sur Internet, où elle fait vraiment un portrait très, très, très détaillé de l'autisme au féminin en ayant des entrevues en fait avec des petites filles, des adolescentes, des adultes et même une grand-maman Aspi. Elle fait état de toutes les caractéristiques et dans son livre, elle a aussi une grille clinique où elle compare les traits féminins et masculins. Rudy Simone a aussi un blog. Pendant des années, en fait, le syndrome d'Asperger est devenu son sujet d'intérêt, comme plusieurs femmes avec lesquelles je travaille, qui me disent, Isabelle, depuis que je fais des recherches où je m'intéresse au profil féminin, donc c'est devenu mon sujet d'intérêt. Ça a été la même chose pendant plusieurs années pour Rudy Simone. Elle avait donc un blog actif et maintenant elle est musicienne. Bon, elle l'a toujours été, mais elle s'expose plus comme étant musicienne. Donc, si jamais vous allez sur son blog, vous allez voir, elle est vraiment excentrique, mais super intéressante. Et son livre est vraiment un excellent livre aussi, L'Asperger au féminin. Ici, c'est un coup de cœur vraiment de Sandrine Lebrun qui s'appelle L'autisme apprivoisé. Sandrine, donc, je l'ai connue il y a plusieurs années. Elle travaillait, et je pense toujours actuellement, dans un centre de réadaptation pour les personnes avec autisme ou déficience intellectuelle. Et à force de travailler avec eux et à les côtoyer, elle s'est demandé est-ce que je serais peut-être moi aussi ASPI? Et là, on s'est revus dans un contexte d'évaluation, un peu comme l'enseignante que je vous ai, l'histoire que je vous ai racontée un peu plus tôt. Et on a fait une évaluation et donc tout s'est avéré comme étant vraiment le profil féminin de l'autisme. Sandrine est peintre aussi. Vous voyez une de ses œuvres en page couverture et dans son livre, on voit aussi plusieurs œuvres. Mais en fait, l'idée de génie qu'elle a eue, c'est qu'elle vit avec un chat et c'est en fait son chat qui explique qu'est-ce que c'est que de vivre avec une femme aspi au quotidien. Donc, c'est l'Asperger à travers les yeux de son chat. C'est vraiment adorable, c'est touchant, c'est intelligent et j'aime beaucoup l'utiliser avec les familles quand on veut vraiment démystifier, apprivoiser l'autisme au féminin. Aussi, on peut l'utiliser pour les garçons, bien sûr. C'est aussi intéressant pour les adultes, là, vraiment tous les groupes d'âge. Mais cette idée de partir de la vision de son chat, j'ai trouvé que c'était une idée de génie. Donc, vous pouvez trouver le livre de Sandrine donc sur Internet également. Voici une suggestion si vous voulez aborder donc l'anorexie qui s'appelle Hunger for Understanding. C'est un guide en fait basé sur l'approche cognitivo-comportementale très structurée qui va vraiment accompagner les adolescentes et les jeunes femmes qui peuvent être aux prises avec un trouble des conduites alimentaires, surtout l'anorexie dans ce cas-ci. C'est ce que mes collègues utilisent dans les cliniques spécialisées parce qu'encore une fois, le traitement traditionnel souvent ne fonctionne pas avec les adolescentes ou les adultes. Donc, ça serait une suggestion si jamais c'est un sujet qui vous intéresse.
Au niveau des questionnaires d'évaluation qui ont été standardisés pour les filles, donc Tony Atwood et Michelle Garnett ont développé dès 2013 donc le GQAS, donc pour le groupe des 5 à 12 ans et pour les 13 à 18 ans. Donc, il y a vraiment des éléments très, très précis sur les habiletés d'amitié, les habiletés sociales, les intérêts spécifiques, l'aspect sensoriel également, la communication, les intérêts, la rigidité, le profil cognitif. Donc, on est capable d'aller chercher avec ces observations. Il y a toujours un enseignant ou un répondant et les parents qui vont compléter le questionnaire. Et en plus de l'évaluation standard pour les enfants qu'on utilise à la clinique, on utilise aussi ces grilles qui sont plus sensibles au profil féminin. On utilise également la grille de Christopher Gilbert. Je vous ai parlé de lui au départ. Donc, c'est lui qui a eu cette fameuse idée d'explorer davantage le profil féminin. Donc, la grille a été révisée dernièrement et ils avaient fait une étude avec sa collègue sur 191 jeunes filles par rapport à leur capacité, leur profil cognitif, par rapport aussi aux défis qu'elles ont. Et de cette étude est né donc le Autism Spectrum Screening Questionnaire Revised, qui contient donc 45 items très, très développé, très précis aussi, qui a été traduit en français à notre clinique. Donc, c'est une autre grille que je recommande fortement pour les professionnels qui veulent combiner l'évaluation standard de l'autisme au profil féminin. Si vous avez la chance de regarder le film sur HBO sur la vie de Temple Grandin, je vous recommande fortement. Ça a été la première femme la plus connue, je dirais, dans le domaine de l'autisme au féminin. Elle est extrêmement brillante. Elle a 2 carrières parallèles depuis des années. Donc elle s'intéresse à la santé des animaux. Elle a toujours été très dédiée là, à la santé animalière et elle en a fait carrière. Elle est ingénieure en fait et docteur. Et elle fait aussi carrière parallèle au niveau de l'autisme. Elle a fait des centaines de conférences partout dans le monde. Elle est vraiment, vraiment intéressante. Et le film qui a été fait sur sa vie représente vraiment toute sa pensée en images, son profil, sa façon d'être aussi. Et j'ai eu la chance de la rencontrer personnellement, en fait, dans une conférence il y a plusieurs années où on a eu un repas ensemble, on a pu souper. Et on a passé une super de belle soirée. Je lui ai posé la question, est-ce que le film représente vraiment ce qu'elle souhaitait? Parce que c'est pas elle qui est l'actrice dans le film, c'est une autre actrice qui joue son rôle. Et elle m'a dit totalement. Donc, moi, je l'avais trouvé fantastique, le film, et je me disais, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle ressent ou ce qu'elle vivait? Donc, je vous recommande fortement. C'est simplement Temple Grandin. Et il y a une belle entrevue aussi sur le site de Tony Atwood qui date de quelques années, mais qui est fantastique avec toute justement cette personnalité. C'est un personnage en fait, là, Temple Grandin, et elle a écrit des dizaines de livres. Je me permets de le dire parce que c'est vraiment intéressant. Elle m'avait confié que justement, avec les profits de ses conférences et de ses livres, en fait, elle offre des bourses. Elle est américaine. Elle offre des bourses à des jeunes qui souvent proviennent de milieux défavorisés, qui ont un diagnostic d'autisme ou d'Asperger, et elle leur offre des bourses d'études pour pouvoir avoir du mentorat, du coaching, et certains pour se rendre à l'université et payer même leurs études universitaires. Elle est vraiment une mentor pour des dizaines d'étudiants. Donc, elle est fantastique. Et je vous recommande fortement de jeter un œil si vous avez l'intérêt et le temps sur son film. Pour terminer, donc, je voulais vous présenter quelques éléments de recherche parce que la recherche est vraiment en ébullition sur le sujet de l'autisme au féminin. Ici, on a un article que vous pouvez télécharger gratuitement qui a été donc publié par Christopher Gilbert et son équipe en Suède sur l'autisme et l'anorexie, et aussi une autre recherche sur toutes les caractéristiques féminines qui ont été retrouvées chez une population dans une clinique pour l'anorexie. Donc, plusieurs chercheurs maintenant, lorsqu'il y a des demandes de consultation pour les cliniques de troubles des conduites alimentaires, ils font maintenant d'emblée donc une évaluation autisme Asperger pour voir si le profil serait détecté pour ensuite justement pouvoir partager donc des stratégies qui sont peut-être plus détaillées, plus concrètes et faire le lien entre les deux conditions.
Une collègue de l'Université du Queensland en Australie, donc Alicia Atkins, a fait une super belle recherche de doctorat sur le profil féminin, la prévalence et toutes les caractéristiques cliniques. Et dans sa thèse de doctorat, on peut voir vraiment tout le côté de l'émotivité et de la sensibilité qui est vraiment soulevé. Elle mentionne aussi ce fameux sixième sens, cette hypersensibilité, souvent même à capter les émotions dans l'atmosphère chez les gens. Quand je dis l'atmosphère, je veux dire dans le contexte, là. Donc, si l'atmosphère est tendue, elles arrivent vraiment à capter, même quand elles sont très, très jeunes. Et tout ce côté aussi d'hypersensibilité qui peut malheureusement parfois être perçu comme une bipolarité, alors que pas nécessairement, c'est qu'elles vont vraiment intégrer ces émotions-là et les vivre de façon très intense. Elle a aussi exploré les comorbidités avec les TOC, le trouble de personnalité souvent qui a été nommé pour finalement se retrouver avec un diagnostic d'autisme Asperger. Elle fait aussi un lien avec la comorbidité qu'on retrouve fréquemment avec le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et elle décrit aussi brillamment tout le côté d'imagination qu'on retrouve chez les femmes que moi j'entends à la clinique et quand je travaille avec elle. Elle le décrit aussi, donc elle a pu vraiment explorer de façon très, très structurée sous la direction de Tony Atwood, une des premières thèses en fait aussi complète sur le profil féminin de l'autisme et du syndrome d'Asperger. Ici, j'aimerais vous partager une belle recherche qui a été faite par Christopher Gilberg et ses collègues. J'ai parlé beaucoup de lui dans cette formation. Donc, il a fait une étude sur 100 jeunes filles autistes en lien avec le déficit de l'attention. Donc, vous pouvez trouver son article gratuitement avec l'abstract aussi, le résumé. Et je vous donne les détails dans les diapos qui suivent. Donc, dans la recherche, l'âge variait de 3 à 18 ans, le QI de 80 à 130 pour les jeunes participantes. 46 d'entre elles ont reçu un diagnostic de l'autisme avec un âge moyen de 8 ans,8. 46 avaient obtenu un diagnostic de TDAH et 3 de TIC. 5 avaient obtenu un diagnostic autre ou une condition associée de santé mentale ou en psychiatrie. Et on va voir le portrait clinique qui en est ressorti. Pour le diagnostic de l'autisme chez les filles de la recherche de Christopher Gilberg, elles avaient plus de difficultés dans le fonctionnement au quotidien et 80% d'entre elles avaient des traits TDAH. Donc, c'est énorme. Il est le premier à avoir vraiment établi le lien aussi ferme entre autisme et TDAH chez les filles, parce qu'habituellement, on retrouve plus de caractéristiques ou même de diagnostics TDAH chez les garçons. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Au niveau des filles qui avaient reçu un premier diagnostic de TDAH, le QI était dans la moyenne ou un petit peu plus bas que les filles autistes ou Asperger. Elles avaient aussi des difficultés dans les interactions sociales. Beaucoup présentaient des troubles d'apprentissage et dépendance aux substances. On sait qu'avec le TDAH, il y a cette tendance à avoir plus d'impulsivité ou d'abuser soit de la médication ou des substances. Si les deux conditions étaient associées, on retrouve les mêmes comorbidités, donc les mêmes caractéristiques communes, les mêmes difficultés. Et donc, c'est pour la première fois où il y avait une juxtaposition des deux diagnostics ensemble. Toujours dans la même étude, les jeunes filles qui avaient reçu un diagnostic plus tôt étaient celles qui avaient bien sûr des difficultés plus marquées, comme je vous ai expliqué lors de la formation, des comportements plus d'agitation, d'agressivité. Et les comorbidités présentées étaient le trouble d'opposition chez 55% des filles qui ont eu un diagnostic d'autisme, 65% d'opposition chez les filles qui avaient un diagnostic de TDAH. Et si on combinait les deux diagnostics ensemble, 77% ont donc un trouble d'opposition. L'anxiété est 2,5 fois plus présent chez les filles autistes que les filles avec un TDAH. 10 fois plus d'abus, cigarettes, alcool, drogue chez les filles qui ont un TDAH. Et la dépression, le trouble obsessionnel compulsif, les troubles du sommeil étaient présents chez 40 à 47% des filles de la recherche si elles avaient les deux diagnostics combinés.
Les grandes conclusions à tirer de cette étude, donc, est-ce que l'autisme Asperger et le TDAH seraient une seule et même condition? Donc, c'est très avant-gardiste de la part de Gilbert et son équipe, mais à force de travailler à explorer les comorbidités et à explorer les données cliniques, les observations, donc, ils en arrivent à cette conclusion que fort probablement, si un diagnostic de TDAH, en fait, ça pourrait camoufler un diagnostic d'autisme ou syndrome d'Asperger chez les filles. Donc, c'est quand même toute une avancée. C'est la première fois qu'un chercheur clinicien se prononce à ce sujet au niveau du profil féminin. Donc, à suivre, et une nouvelle étude est en cours pour confirmer cette hypothèse par la même équipe, donc de Christopher Gilberg en Suède. Je trouvais que c'était intéressant de le partager avec vous. Je voulais aussi mentionner le travail de l'artiste Apolline Silary, qui est française. J'ai eu la chance de la rencontrer il y a environ 2 ans lors d'une conférence et j'ai vraiment eu un coup de foudre pour ses qualités artistiques, tout son côté de créativité. Donc, elle fait des peintures, des dessins qui sont absolument magnifiques. Vous pouvez tout trouver sur son site, sur Internet et aussi sur Facebook. Et lors de notre rencontre, donc, je lui ai parlé, bien sûr, du profil féminin. C'était lors d'une conférence sur le sujet. Et elle m'a présenté donc quelques œuvres d'art qu'elle avait fait. Et je lui ai demandé donc d'illustrer la page couverture du livre sur le profil féminin que je vous ai présenté un petit peu plus tôt. Et c'est son autoportrait. Donc, je trouvais que c'était parfait comme illustration où on voit vraiment tout le côté d'imagination, la créativité. Et elle qui tient un livre avec justement une ouverture pour entrer la clé. Et la clé, c'est l'autisme Asperger. Donc, si vous avez la chance, vous irez voir ces belles œuvres. Donc, Apolline Silary. Je vous recommande également d'aller sur le site de Marie-Josée Cordeau, une femme Asperger bien connue ici au Québec, qui a écrit des livres. Elle fait aussi des reportages à la télévision et 52 semaines, donc un blog, 52 semaines avec une aspi, où elle décrit en détail son quotidien, les défis, les capacités. Marie-Josée Cordeau est très active dans le domaine de l'autisme au féminin. Elle est aussi la marraine du réseau Bulle, qui offre beaucoup de stratégies, formations, matériel pour les adultes Asperger. Et aussi Lucilla Guerrero et les autres créatifs qui mettent en œuvre bon, plein de projets de créativité. Ils sont beaucoup aussi dans la sensibilisation à la neurodiversité. Et Lucilla Guerrero est une artiste également, photographe. Je vous laisse découvrir le site et tous ses collaborateurs. C'est très inspirant comme ressource. Julie Dachès qui a écrit la différence invisible, la fameuse bande dessinée que je vous ai présentée un peu plus tôt, a donc son blog. Je vous mets ici l'adresse où elle donne beaucoup de trucs aux autres Aspie Girls. Elle est très militante également. Elle a un beau sens de l'humour, très brillante, inspirante. Et comme c'est une ressource en français, je trouvais que c'était intéressant de vous le partager. Et finalement, l'AFA, qui est l'Association francophone des femmes autistes, qui a son siège à Paris. Donc, l'association est née il y a déjà quelques années. J'ai eu la chance de rencontrer donc plusieurs militantes autistes Asperger du site qui ont décidé de mettre leur énergie en commun pour offrir de la formation, offrir de l'information, beaucoup de sensibilisation. Et ils ont un site Internet, donc l'AFA. Vous pouvez télécharger gratuitement sur leur site plusieurs fiches et c'est ce que je trouvais très pertinent là, dans le contexte de notre formation. Vous avez par exemple dans tout le menu qu'est-ce que l'Asperger au féminin ou l'autisme au féminin. Donc, vous pouvez cliquer et télécharger des fiches qui décrivent vraiment pratico-pratique les caractéristiques. Il y a plusieurs projets de recherche, plusieurs articles aussi sur la prévention des abus et j'étais très heureuse. Elles m'ont demandé d'être leur marraine. Donc, je suis aussi en contact avec l'association et c'est une belle source d'information, de collaboration et la plupart, sinon la majorité d'entre elles sont autistes Asperger et donc elles ont vraiment un vécu et elles vous offrent donc toutes ces informations gratuitement sur le site de l'AFA.